Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Alors, on va patienter quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. En attendant, pour information, si jamais pendant le webinaire, vous aviez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous les poser dans la partie de droite. Dans la partie de droite, vous allez voir un chat où vous pouvez poser vos questions directement et on essaiera d'y répondre directement pendant le webinaire. Allez, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. On attend encore une minute et puis on va démarrer. Allez, donc aujourd'hui, on a décidé de traiter. Donc, déjà, je me présente. Donc, moi, je suis Amandine Renaudot, infirmière en santé au travail sur le secteur de Muret. Et moi, je suis Noémie Père, également infirmière en santé au travail sur le secteur de Portée. Voilà, donc aujourd'hui, on a décidé de traiter le sujet des violences externes et le risque d'agression donc, au travail. Allez. Donc, dans un premier temps, on parlera des situations et des facteurs qui favorisent la violence, les conséquences qu'il peut y avoir en entreprise et pour les salariés, la prévention qu'il est possible de faire et que doit-on faire lors de cas d'agression. On finira par comment accompagner les salariés après une agression. Alors, hop, que je vais mettre sur ma page. Voilà. Alors, pardon, j'essaie de gérer 2 pages en même temps. Voilà. Très bien. Donc, il faut savoir que travailler en contact donc avec le public, ça peut être source finalement on est soumis aux agressions. Donc, tous les salariés en contact avec le public ont un risque d'être confrontés à ces situations d'agressivité dans leur parcours professionnel. On distingue plusieurs formes de violences externes, hein, notamment les incivilités, les actes de prédation, les violences physiques et les destructions, aussi les dégradations. Peu importe le type d'agression, finalement, il est important quand même de prendre en compte qu'il peut y avoir des conséquences importantes au niveau des salariés et des entreprises. Pour vous donner quelques chiffres, hein, selon une enquête de Summer réalisée en 2010, environ 20% des salariés déclaraient avoir subi au moins une agression verbale au cours des 12 derniers mois. Et environ 3% signalaient avoir été victimes d'au moins une agression physique. Donc, ce qui est quand même assez important au niveau des entreprises, quoi. Les situations et facteurs donc, favorisant cette violence, donc ils sont divers. Hein. Donc, travailler, comme je le disais tout à l'heure, avec le public, donc de vive voix ou par téléphone d'ailleurs, est une situation de travail qui expose à des risques de violence externe, qui concerne près quand même des 3/4 de la population active. Ça, c'est pareil, c'est selon une enquête qu'on a trouvée au niveau des conditions de travail qui date de 2013. Le contact dans ces différentes situations, on va retrouver d'abord le contact avec le public ou les clients. Donc là, on pense aux salariés qui travaillent au guichet ou à l'accueil, les réceptionnistes, les standardistes, les fonctions commerciales aussi. On va trouver aussi tous ceux qui manipulent de l'argent ou des valeurs. Hein. Donc, je pense aux caissiers, convoyeurs de fonds, aux employés de banque ou de poste, et le personnel de sécurité ou même encore de vendeurs. Hein. Les services de soins, de conseil ou de formation, donc les infirmières, les urgentistes, les ambulanciers, les travailleurs sociaux, les enseignants. On retrouve aussi ceux qui vont travailler au niveau du contrôle et de l'application de la loi, donc agents de police, contrôleurs des transports en commun, les gardiens de la paix, les huissiers.
ceux qui travaillent au contact de personnes potentiellement violentes, donc personnel travaillant dans les débits de boissons, les gardiens de prison, là encore, le personnel d'établissement psychiatrique et ceux qui travaillent dans des milieux isolés, mais en contact avec le public, donc les vendeurs type journaux kiosques, petits commerces, les démarcheurs à domicile, les chauffeurs de taxi, conducteurs de transport public. On en retrouve divers, réparateurs à domicile, agents de maintenance, livreurs, gestionnaires de stations-service. Sur les autoroutes aussi, on pense aussi aux gardiens de la paix, aux gardiens de nuit, pardon, les vigiles. Il faut savoir que les violences, les risques de violence, ils sont plus accrus. Par exemple, lorsque les prestations de l'entreprise sont non conformes aux attentes de la clientèle ou du public. Le temps d'attente sont par exemple importants. Là, c'est pareil, on accroît le risque de subir une agression. Ou non affichées, par exemple. Ça peut être aussi les procédures administratives rigides qui ne permettent pas de prendre en compte les démarches spécifiques des publics usagers. Les salariés qui ne disposent pas d'informations suffisantes ou qui sont insuffisamment formés pour répondre à la clientèle et au public. Les salariés qui vont être débordés et ne peuvent pas assurer leur fonction d'accueil ou d'orientation. Quand les rôles sont mal répartis au niveau des équipes. Et puis voilà, les salariés qui sont aussi isolés ou travaillent en horaire atypique ou décalé. Ça, c'est pareil, ça va être un facteur, ça va être une situation qui va favoriser les violences. Tôt le matin, tard le soir, travail de nuit, c'est des travails qui sont susceptibles d'être plus exposés. Les conséquences pour le salarié. Donc, hop, je vais m'en remettre là. Je vous les affiche. Donc, hop. Alors, moi, je vais prendre le relais, je suis désolée. J'ai la voix qui part un petit peu aujourd'hui. Alors, les conséquences pour les salariés. Déjà, on va faire la distinction entre les deux types de conséquences qu'il peut y avoir pour le salarié. Donc, tout ce qui est bien sûr conséquences physiques par rapport aux agressions physiques qu'il peut y avoir. Donc, ce qui est à prendre en charge, bien sûr, en premier lieu, en urgence, c'est tout ce qui est hématome, griffures, plaies, fractures. Bien sûr, sur des agressions qui peuvent être quand même assez importantes et qui peuvent, par exemple, entraîner des incapacités physiques à plus ou moins long terme. Donc ça, bien sûr, c'est la prise en charge en urgence de la personne qui a été agressée si c'est une agression physique. Ça, on sait faire, bon, il y a les services d'urgence, on oriente la personne. J'ai envie de dire, même si c'est des situations toujours qui sont compliquées à prendre en charge, c'est quelque chose que l'on sait faire. Après, dans un second temps, ce qu'il faut prendre en charge, effectivement, c'est l'impact psychologique que peut avoir l'agression sur le salarié. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une partie assez importante sur ça, parce que c'est vraiment très important de le prendre en charge et assez rapidement. Donc, dans un premier temps, on parle effectivement de stress aigu, qui peut se développer en stress chronique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est important de le savoir. La réaction de stress peut être immédiate. C'est ce qu'on appelle donc le stress aigu. Donc, c'est un état d'agitation. On vient de se faire agresser. On peut réagir. On est tous différents, avec des cris, des pleurs, des gémissements, un besoin de fuir aussi. Ça, c'est humain. Ça peut être une réaction. Donc, le choc émotionnel, par exemple, l'incapacité de la victime de parler. C'est ce qu'on appelle la sidération psychique. C'est le fait d'être complètement choqué sur le moment. Par contre, cet état de stress, ça c'est le stress aigu, peut devenir chronique lorsque le salarié il est fréquemment confronté à des actes. Ça, c'est sur la répétitivité. Des gens qui sont en contact avec des publics où ils sont souvent contraints à cette agressivité peuvent développer ces formes chroniques, en fait. Voilà. Et donc, avoir le sentiment, travailler dans cette insécurité constante peut être un facteur de stress et d'angoisse et de mal-être au travail. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'en être conscient et de le prendre en compte et de prendre en compte toutes les situations d'agressivité. Là, en premier lieu, on vous a parlé de l'agressivité physique, mais vraiment toutes les sortes d'agressions sont importantes à prendre en compte parce que ça peut développer ce genre de choses. Donc ça, le stress aigu, le stress chronique. Après, ça peut aller au-delà de ce stress et on parle
Le stress post-traumatique, vous avez déjà dû tous entendre ce terme, hein. On en a parlé beaucoup lors des attentats, lors des grosses catastrophes malheureusement qui se sont passées, mais ça peut arriver sur ces situations-là aussi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un état de stress en fait qui persiste, parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'agression, après l'événement. Et ça peut arriver aussi à distance de l'événement. C'est-à-dire qu'une personne, il est arrivé une grosse agression, à un moment donné et ce stress post-traumatique peut réapparaître sur une situation similaire ou une peur de reproduction de la situation quelques semaines après ou quelques mois après. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça s'associe à des perturbations psychologiques, l'anxiété, la dépression chronique, des surconsommations aussi de tranquillisants ou d'addiction, hein, qui peuvent intervenir aussi. Et ça va même jusqu'aux tentatives de suicide. Voilà, donc il y a des troubles somatiques qui apparaissent, des troubles du sommeil, des troubles digestifs ou neurologiques. Donc c'est vraiment des choses à prendre en charge. Il peut y avoir effectivement aussi, au niveau comportemental, au niveau du travail, des choses qui peuvent alerter, comme le surinvestissement professionnel, les attitudes compulsives, les difficultés de concentration, ou alors ça peut aller sur le désintérêt et la démotivation au niveau de son travail. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il peut être différé, hein, donc ça c'est des choses à aussi identifier. Et par contre, par rapport à ces situations, un soutien psychologique adapté peut permettre d'éviter ou de limiter l'apparition. Quand on sait qu'il y a eu une grosse situation traumatisante, c'est vraiment intéressant en amont de pouvoir mettre quelque chose en place pour pas en arriver à ce stress post-traumatique. Voilà. La persistance ou l'aggravation des troubles psychologiques, ça doit alerter aussi pour orienter. Et c'est important aussi d'orienter vers le médecin du travail qui peut juger si la victime est apte ou pas à reprendre son travail et dans quelles conditions, si ça nécessite des aménagements ou tout simplement un suivi aussi pour permettre de perdurer sur le poste. Voilà, ça permet souvent d'éviter des arrêts longs derrière. Une fois que le stress post-traumatique s'est installé, c'est plus difficile de le prendre en charge que de le prendre en amont en termes de prévention. On va en parler un petit peu plus loin. Donc là, c'était toutes les conséquences pour les salariés. On a choisi de vous faire une petite slide aussi sur les conséquences pour l'entreprise. On en parle un petit peu moins en principe, mais c'est quand même important parce que ça impacte dans vos entreprises. Donc, tout ce qui est augmentation de l'absentéisme, comme je vous ai dit, sur des stress post-traumatiques, il peut y avoir des arrêts qui sont quand même assez longs. Tout ce qui est détérioration de l'image de l'établissement pour son public, quand il y a des grosses situations d'agressivité, l'image effectivement de l'entreprise est entachée. La dégradation du climat social au sein de l'entreprise, quand on travaille en insécurité, quand on n'est pas serein sur son poste de travail, au niveau du travail d'équipe, ça peut être compliqué. La mise en cause possible aussi de la responsabilité civile ou pénale de l'employeur, effectivement, si les moyens de prévention n'ont pas été mis en place en amont. Donc ça, c'est important aussi. Et tout ce qui est diminution de la performance aussi, on en a parlé par rapport à la démotivation, des investissements professionnels aussi. Donc ça, c'est important. Bien sûr, ça a un impact économique et social. Le turnover aussi, malheureusement, on voit qu'il y a des gens qui quittent leur poste. Donc la formation aussi qui a un coût sur la reformation des personnes sur les postes. Et bien sûr, tout ça, ça entraîne des conséquences économiques pour l'entreprise. Donc, c'était pour vous faire toucher du doigt que c'était pas anodin finalement, même sur des agressions verbales ou des choses comme ça, et que ça doit être pris en compte pour justement éviter cet impact-là, autant sur le salarié que sur l'entreprise. Voilà. Donc maintenant, on va passer, donc, comme le disait Noémie, à l'importance donc, de la prévention, avec ce schéma qui nous vient de la CARSAT du Languedoc-Roussillon. Donc, c'est important, lors d'agression, d'analyser systématiquement et d'évaluer les risques. L'employeur, il doit s'assurer que les conséquences des menaces et des agressions, tant physiques que verbales d'ailleurs, font systématiquement l'objet d'une déclaration. Une déclaration donc d'accident de travail auprès de la CPAM. Donc, il faut qu'elle soit répertoriée. L'employeur doit aussi effectuer une analyse des agressions dans un objectif vraiment de prévention. Cette analyse des conditions, elle doit regrouper les conditions et les causes, donc avec la mise en place d'actions et de prévention qui peuvent être mises en place. Il est important d'associer à cette analyse les salariés, les IPRP, pendant les CHSCT ou à défaut les délégués du personnel. Mais c'est très important d'associer des membres du personnel à ces démarches. Il faut savoir aussi que l'organisation du travail, c'est important de donner une information donc, au public dans cette organisation pouvant faciliter des démarches.
les sites internet, les plans d'accès, les horaires, les conditions de travail, conditions d'accueil, documents nécessaires. Tout ce qui va permettre de préparer en amont et d'éviter des situations de conflit. Des gestions de la formation et du temps, du service et de l'éventuelle attente, mais aussi des réflexions sur l'organisation du travail et les amplitudes de temps de travail et variabilité des horaires et aussi ses effets sur la disponibilité des salariés en contact avec le public. Établir un protocole d'alerte en cas d'incident pour une intervention rapide afin de désamorcer une éventuelle menace ou agression et établir une conduite à tenir. Ça, c'est pareil, c'est très important. Au niveau de la conception des lieux, pour les postes concernés par les risques d'agression, c'est bien de définir et de délimiter des zones accessibles directement au public. La visibilité des postes d'accueil par d'autres salariés, une bonne signalétique, des zones d'attente agréables, une mise en place de SAS avec commande d'ouverture électrique entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise, mais aussi au niveau des locaux, de l'accueil du public, de voir un système de vidéosurveillance, ça c'est pareil, c'est un vrai plus. Et en fonction du niveau de sécurité exigé, selon la situation et le travail, on en applique plus ou moins. La mise en place d'un espace pour pouvoir prendre en charge rapidement un usager qui pourrait être agressif. La mise en place de possibilités d'évacuation des postes, ça c'est pareil, c'est très important, de travail qui permettrait au personnel de se soustraire rapidement aux agresseurs. La sélection de matériel. Alors là, je pense notamment au mobilier, aux chaises, aux plantes, qui peuvent être à l'intérieur décorées, mais qui peuvent servir aussi d'armes en cas de problème. Il est aussi difficile de déplacer afin d'éviter qu'il ne soit pas utilisé, comme je le disais, comme arme pour agresser quelqu'un. L'étude d'installation d'une séparation physique aussi entre les salariés et le public. Alors les séparations, c'est vrai qu'avec le Covid, on en a de plus en plus, je pense au plexiglas, donc c'est dissuasif, mais c'est vrai que ça laisse quand même une barrière qui est importante entre la personne du public et la personne, l'employé. Sur les lieux où s'encaisse l'argent, ce qui est important aussi, c'est la mise en place d'évacuation périodique des fonds avec des convoyeurs pneumatiques, caisses automatiques. Alors ça, on le retrouve beaucoup dans les grandes surfaces. Et information du public de l'existence de ce moyen d'évacuation. Ça permet de dire que effectivement, les caisses sont vides ou très peu pleines. La création dans les chambres fortes de trappes donnant sur l'extérieur et aménageant des voies de circulation pour que les véhicules de transport de fonds accèdent directement à ces trappes. La conception aussi d'un poste de travail de manière à éviter que l'opérateur soit contraint de quitter l'espace protégé pour effectuer des tâches de remise d'objets aux clients, de transition ou encore de documents à d'autres postes. Pour les postes de travail isolés, ce qui est important, c'est de mettre en place des moyens de communication qui vont être autonomes et fiables d'alerte. Ça peut être aussi un moyen d'appel de renfort, par exemple avec une alarme, avec télécommande au pied, mais qui doit être hors de vue de l'agresseur, un téléphone mobile, un détecteur d'alarme pour travailleurs isolés couplé à un téléphone mobile. Il existe plein de techniques à mettre en place. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une réflexion sur l'organisation du travail pour limiter ce nombre d'agressions qui doit être fait en amont. Alors. Allez, moi je vais prendre le relais sur que faire en cas d'agression. Donc, ce qui me paraissait intéressant, à titre d'exemple, c'est de pouvoir vous mettre une marche à suivre, si on peut dire. Alors, c'est vraiment un exemple, c'est pas une liste qui est exhaustive, puisqu'en fonction des lieux d'activité, Amandine vous l'a dit juste avant, il peut y avoir des spécificités par rapport à l'activité qui sont importantes de prendre en charge, mais ça nous tenait à cœur de vous donner un petit exemple de prise en charge. Et je pense que c'est important dans les lieux, dans les professions qui reçoivent du public, d'avoir ce genre de protocole pour savoir déjà avoir une base sur laquelle se positionner et au moins en parler en entreprise. Alors, pendant l'agression, quelle est la marche à suivre? Donc, un incident intervient sur un site d'accueil fixe, par exemple. Les gens se posent la question d'une urgence immédiate ou pas.
Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à faire derrière et que ça ne sera pas à tracer. C'est quand même un incident où il y a eu peut-être un échange verbal, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même important et c'est quand même à prendre en charge. Donc là, on va partir dans le cas où effectivement c'était une urgence immédiate puisqu'il y avait une agressivité qui était importante. Donc le déclenchement de l'alarme, donc ça peut être, comme elle vous a expliqué Amandine, des signaux, ça peut être un raccourci sur le clavier, ça peut être un appel, un SMS qui s'envoie tout seul, enfin voilà. Donc le signal qui a été organisé en entreprise, on le déclenche. On abandonne son poste de travail si effectivement il y a une mise en danger de la vie du salarié, hein, donc ça bien sûr. S'il y a un animateur d'équipe, c'est intéressant qu'il puisse prendre le relais, parce que des fois, d'avoir une autre personne, la situation d'agressivité s'apaise, et on sait que d'être plusieurs, des fois, ça permet d'apaiser la situation, et que le salarié ne soit pas isolé. On essaie de recevoir la personne qui génère cette agressivité sur un autre poste d'accueil, effectivement, pour essayer de faire baisser l'agressivité. Bien sûr, il y a toujours le contact avec l'encadrement, hein, ça, tout ce qui est transmission, tout ça, c'est important. Un entretien physique et téléphonique entre responsables ou agents concernés, ça, c'est important aussi. Et le relevé de l'incident, ça, ce que je vous expliquais, qui est cette situation d'urgence ou que ça ne soit pas une situation d'urgence, peu importe, même s'il n'y a pas de suite à l'événement, il faut que ça soit tracé. Ça, c'est vraiment important pour que ça soit pris en compte et que le salarié se sente soutenu par rapport à ces situations d'agressivité, qu'on ne banalise pas ces situations. Ça, c'est important. Donc, il peut y avoir un courrier ou alors, en fonction de la gravité, on va dire, de l'agression, un dépôt de plainte, main courante. Voilà. Donc, ça c'est des choses un peu plus juridiques, mais c'est important d'aller jusqu'à là s'il y a besoin. Donc pendant l'agression, effectivement, les conseils de base, c'est toujours essayer d'être à l'écoute pour faire baisser un petit peu l'agressivité de la personne que l'on a en face. Rester calme, mais camper effectivement sur ses positions, rester ferme. Utiliser des mots simples et reformuler. C'est des choses qui peuvent permettre de vous aider aussi sur ces situations. Ne pas répondre aux provocations, hein, voilà. Et garder physiquement ses distances quand c'est possible. Donc, comme on vous a dit, quand il y a des séparations de choses, que c'est un petit peu facilitant. Mais voilà, essayez de vous protéger. On ne sait jamais une situation quand elle commence jusqu'où ça va aller. Donc, voilà, faites attention un petit peu à tout ça. Voilà, donc ça, c'est un exemple qu'on vous a mis. Mais effectivement, n'hésitez pas à le faire évoluer, à mettre vraiment des choses spécifiques par rapport à votre entreprise. Plus ça sera exhaustif et plus ça sera en lien avec votre activité et plus ça sera compris et facile à mettre en place sur cette situation-là. Allez, maintenant, on va passer à la partie pour accompagner les salariés, donc après une agression cette fois-ci. Donc, on s'est basé sur des renseignements pris par rapport à l'INRS. Donc, immédiatement, ce qu'il faut faire, c'est prévenir les secours, apporter les premiers secours, prévenir la direction, bien sûr, ne pas laisser un travailleur victime ou témoin d'un acte de violence seul durant les heures suivant l'incident. Ça, c'est pareil, c'est très important. Apporter rapidement une aide médicale et psychologique à la victime et au besoin à son entourage professionnel. Souvent, on oublie trop vite il y a la personne, mais il y a aussi tout un entourage autour et c'est très important de le prendre en charge. Dans les heures et les jours qui suivent, il est important de déclarer l'agression. Donc, comme disait Noémie, hein, ça il faut absolument le faire. Et comme on le disait tout à l'heure par rapport aux déclarations faites à la CPAM, en accident du travail. Il faut aider la victime à effectuer les démarches légales et administratives. Il faut aussi en informer les instances représentatives du personnel après l'analyse à mener dans le cadre du CHSCT. Les risques d'agression, ils doivent être réévalués et d'éventuelles mesures de sécurité supplémentaires, préventives et ou correctives adoptées. L'analyse de l'agression en interne, comme pour tout accident du travail, elle convient de revenir en interne, c'est important de revenir sur l'événement qui est survenu, afin d'identifier les circonstances dans lesquelles l'agression s'est déroulée. C'est surtout les facteurs et les causes, et comment en amont on peut prévenir ces facteurs et ces causes. C'est important aussi de réévaluer ce risque et si besoin d'adopter de nouvelles mesures de prévention. Dans tous les cas, il est vraiment essentiel que la direction et l'encadrement direct s'impliquent dans ce soutien à apporter à la victime et en lien avec les services de santé au travail.
c'est la prévention, enfin, l'analyse vraiment de cette agression a posteriori permet vraiment de trouver des pistes de prévention, des choses à mettre en place pour éviter que ça ne se reproduise. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, on déclare ça en accident du travail. L'agression, elle peut être déclarée directement par l'employeur auprès de la CPM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, ou bien, alors ça c'est fini. Avant c'était inscrit dans un registre d'accidents bénins, mais maintenant c'est fini en fait. Tous les incidents doivent être déclarés directement à la CPM et apparaître directement sur un registre de la CPM. C'est elle après qui fait le tri. Cette déclaration, elle permet, le cas échéant, de pouvoir obtenir une réparation des lésions ou traumatismes au titre d'accident du travail. Donc ça, c'est très important. La notion d'accident du travail disparaît pour laisser place à celle de maladie professionnelle. En cas de syndrome de stress post-traumatique avéré, par exemple, pouvant servir notamment à la suite survenus à la suite d'événements violents externes. Donc, bien qu'il n'existe pas de tableau de maladies professionnelles concernant les affections d'origine psychique, c'est vrai que les demandes de reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies, elles peuvent être examinées en comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc, c'est ce qui s'appelle le CRMP. Alors moi, je vais vous parler du rôle des services de santé au travail et aussi le rôle de la hiérarchie qui est importante sur ces situations-là. Donc le rôle du médecin du travail, c'est important d'orienter le salarié où il y a eu une grosse situation d'agression vers le médecin du travail. Il a pour rôle, déjà, il est acteur de prévention de la violence au travail. Hein. Donc déjà, en amont, il a un rôle d'information et de sensibilisation des travailleurs ou de l'employeur, hein, que ce soit visite médicale, entretien infirmier, on en parle de ce risque-là. Ça, c'est vraiment important pour informer les gens aussi et que ça soit quelque chose qui ne soit pas banalisé et qui soit sensibilisé. Il peut participer à l'élaboration alors, de formations, de sensibilisation et d'une politique de sécurité au niveau de l'entreprise, ainsi qu'au niveau des postes de travail concernés. Ça peut être, par exemple, comme vous l'a dit tout à l'heure Amandine, l'ergonomie des locaux, voilà, des idées, des conseils qu'on peut mettre en place pour justement, en amont, prévenir de ces risques-là. Voilà. Il peut aider à mettre aussi en place l'accompagnement et le suivi psychologique, bien sûr, des victimes et être amené à pratiquer ou lui la visite médicale ou d'orienter vers des psychologues du travail, par exemple, qui peuvent aider suite à malheureusement des situations d'agressivité comme ça. Et lorsqu'il y a un véritable traumatisme psychique, malheureusement, par rapport à ces agressions, qui impose un reclassement professionnel, hein, donc le médecin du travail peut reconnaître à caractère, alors que ce soit temporaire ou définitif, une inaptitude au poste ou essayer effectivement sur du maintien dans l'emploi, de trouver des solutions avec l'entreprise pour permettre à la personne de rester sur l'entreprise, peut-être sur un autre poste ou avec des aménagements particuliers. Voilà. Le médecin du travail aussi, il peut aider, et l'équipe bien sûr pluridisciplinaire, hein, quand je parle du médecin du travail, peut aider aussi à élaborer et à mettre à jour le document unique. C'est vrai que dans les documents uniques, c'est important que ce risque d'agression apparaisse. C'est pas souvent le cas, parce qu'en face de ce risque d'agression, on va pouvoir mettre des moyens de prévention à côté. On va pouvoir réfléchir à ce risque-là. Donc ça, c'est impacter un petit peu tout ce qui est politique de prévention dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir qu'il puisse apparaître sur le document unique d'évaluation au risque. Voilà. Voilà, sur les idées d'aménagement, par exemple, ça peut être les locaux, je vous ai dit, mais ça peut être les horaires, les procédures de travail, pour identifier les principaux risques. Donc ça c'est le travail du document unique et ça permet d'impacter un petit peu tout ça. Donc ça, c'était par rapport au rôle des services de santé au travail. Le rôle de la hiérarchie. Donc, quand il se passe des situations comme ça, la hiérarchie déjà doit rassurer la victime et démontrer une grande capacité d'écoute par rapport à ça. C'est jamais des situations faciles, on le sait. Il est fondamental de rétablir un sentiment d'appartenance à l'équipe parce que souvent les personnes qui ont été victimes de ces agressions se mettent un petit peu à l'écart. Hein. Voilà, elles se sentent un petit peu exclues de son contexte de travail normal. Hein. Elle peut avoir peur. Donc voilà, ça c'est une réassurance à impacter. Donc, il y a la déclaration d'accident du travail, on en a parlé si elle est nécessaire.
Et même à l'absence de blessures physiques, c'est important voilà, d'acter cette agressivité. Voilà, même s'il n'y a pas eu d'arrêt, parce qu'on parle souvent, on dit on déclare un accident de travail s'il y a un arrêt, pas forcément. Même sans arrêt, c'est important que ça soit reconnu, parce que ça favorise la reconnaissance du choc émotionnel subi, ça permet d'assurer la prise en charge derrière, et donc la gestion des soins médicaux et psychologiques, et ça permet aussi à la personne de pouvoir avoir cette reconnaissance-là. La problématique sur ces agressions, en fait, c'est que souvent c'est banalisé. On dit bah, c'est pas grave, c'était pas important, il n'y a pas de blessure physique, il n'y a pas d'arrêt derrière. On laisse passer un peu et on voit que quelques temps après, ce qu'on a dit tout à l'heure, il peut y avoir des chocs, du stress post-traumatique qui s'installe, des choses comme ça. Donc vraiment, la hiérarchie a un rôle très important au niveau de cette prise en charge-là pour justement essayer d'éviter sur le long terme des arrêts, de l'absence et des conséquences à long terme pour les salariés surtout. Voilà, on vous a mis un petit flyer là de l'INRS qui était bien fait. L'incivilité, le vandalisme, les agressions physiques, les agressions verbales, c'est ce qu'on vous a un petit peu parlé en première partie. Si vous, voilà, les actions de prévention aussi, vous pouvez le retrouver sur l'INRS. On trouve qu'il est pas mal fait pour avoir des petits conseils aussi pour vous appuyer dessus. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers vos équipes pluridisciplinaires au niveau de la santé au travail aussi pour pouvoir en parler et mettre ça en place dans vos documents uniques aussi. Voilà, nous on a fait le tour de ce qu'on pouvait trouver, de ce qu'on pouvait vous dire. Maintenant, on reste disponible au niveau du chat si vous avez des questions. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et même si nous, là, on va se déconnecter, on reste disponible et pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vois que quelqu'un est en train d'écrire, donc peut-être on va attendre. Bon, non, merci à vous merci à vous. Merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas à retrouver la liste de nos webinaires sur notre site internet aussi. Si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à participer. On espère vous retrouver bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.